Première chose, c'est que la chance, c'est quelque chose qui se provoque dans la crypto. Alors ça a peut-être pas l'air dit comme ça, surtout si ça fait pas très longtemps que t'es dans l'écosystème. T'as peut-être l'impression que telle personne est plus chanceuse qu'une autre pour je ne sais quelle raison. Peut-être qu'elle a été éligible à énormément d'airdrops. Peut-être même que la majorité de ses trades rentrent. Ou alors tu sais pas comment, mais cette personne-là, elle arrive toujours à se positionner sur les meilleurs écosystèmes le plus tôt possible. Et ça tellement fort que tu te demandes si c'est vraiment vrai tout ça. Alors en excluant le monde là où tout ça c'est du pipeau, parce qu'évidemment on est sur les réseaux sociaux et tout n'est pas vrai. Mais très souvent c'est soit quelqu'un qui a énormément de bouteilles et donc qui avec le temps, avec l'expérience, est capable de reconnaître certains patterns et de se dire cette chose-là a plus de chances de fonctionner que cette chose-là. Faut pas oublier qu'on est dans les cryptos et qu'on parle jamais en absolu. Très souvent c'est la chose 1 a plus de chances de se produire que la chose 2, alors je vais miser sur la chose 1. Mais on parle très rarement de certitude. Le deuxième cas de figure, c'est juste que c'est un mec qui est absolument partout. Prends pour exemple un jeu de fléchettes, à la personne normale, elle va tirer ses 3 fléchettes et puis c'est bon, c'est terminé. Quelqu'un qui en veut vraiment, il va pas juste tirer 3 fléchettes, il va tirer autant de fléchettes que possible et il va essayer de les tirer à d'autres endroits. Parce que peut-être que la cible que tu vois aujourd'hui, eh ben elle va disparaître et que la cible qui t'intéresse vraiment, elle est pas encore visible. Tout ça pour dire qu'effectivement dans la crypto, il y a bien un petit facteur chance qui existe. Dire que la chance n'existe pas dans la crypto, ce serait totalement mensonger, on est d'accord. Par contre, il y a au moins 2 leviers sur lesquels tu peux jouer pour améliorer ta chance. Le premier étant d'être dans l'écosystème depuis suffisamment de temps pour pouvoir déceler des patterns et être capable de dire que cette chose-là a plus de chances de marcher que cette autre chose. Et le deuxième étant d'être super actif et donc d'être à tellement d'endroits en même temps que finalement s'il y a quelque chose qui arrive à un endroit, et ben toi tu y as déjà été. À ce niveau-là, on parle même pas de chance, en fait on parle juste d'évidence. Imagine juste il y a 20 projets qui vont lancer dans les prochaines semaines. Toi t'es au courant qu'il y a 20 projets qui vont lancer et tu vas te positionner sur les 20. Sur les 20, il y en a peut-être un ou deux qui vont très bien fonctionner. Mais si tu touches un ou l'autre grand gagnant, c'est pas de la chance parce que tu étais positionné sur les 20 projets qui pouvaient faire ça. Mais vu que tu as mis tellement de temps et de travail là-dedans, et ben ça paye. C'est une autre façon de voir le truc et de comprendre que la chance c'est un truc qui se provoque, tout en étant conscient qu'il y a un tout petit pourcentage qu'on ne maîtrise pas. Mais pour la plus grosse partie, c'est un truc qui est dans tes mains à toi. Évidemment que la personne qui ne tire jamais, eh ben elle aura jamais de chance. Juste parce qu'elle a pas essayé et donc bah techniquement la chance ne peut pas lui sourire. Là c'est pas un problème de chance, on est d'accord, c'est un problème de travail. Et ça c'est vrai pour les airdrops, pour les gars qui achètent des NFT, pour les gens qui se positionnent sur, je sais pas, des meme coins, même si c'est de moins en moins vrai aujourd'hui. C'est vrai pour quasiment tout dans la crypto. Avoir un historique qui est intéressant et qui te permet de déceler certains patterns. Et également mettre suffisamment d'efforts pour être sûr que t'es positionné sur des projets. Ça c'est la recette pour provoquer ce truc qu'on appelle la chance. Deuxième point, c'est d'être ok de dépenser des ressources, soit du temps ou de l'argent généralement, sans être 100% sûr de récupérer tout ça derrière. Ouais, ça fait peur dit comme ça, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu veux un exemple, tu prends n'importe quelle autre industrie ou n'importe quel autre hobby, il va falloir à un moment que tu investisses du temps et de l'argent pour avoir des résultats. On prend un gars qui veut faire du vélo à haut niveau et qui veut faire du mountain bike. C'est les mecs qui montent les montagnes en téléphérique et qui les descendent sur leur vélo. Mais c'est pas des vélos classiques, c'est des vélos avec des super suspensions, c'est des vélos qui te permettent de faire plein de trucs que tu pourrais pas faire avec un vélo classique. Parce qu'avec un vélo classique, tu te prends un caillou, t'exploses. J'exagère peut-être un petit peu. Bref, le gars qui veut monter dans ce game-là, il faut qu'il investisse du pognon. Peut-être pas énormément dans son premier vélo quand il commence, quand il débute, parce qu'il va pas spécialement avoir les compétences pour pouvoir utiliser un vélo de compète à plein niveau. Sauf qu'à force de mettre du temps là-dedans, le mec va devenir suffisamment bon que son vélo lui suffira plus. Il va devoir investir du pognon justement pour être au même niveau que les autres gens qui font de la compétition. Et c'est un truc qui choque absolument personne. Pour devenir bon dans son sport, le mec a investi du temps et de l'argent. Et s'il avait pas investi ni autant de temps ni autant d'argent, bah il serait certainement pas aussi bon qu'il l'est aujourd'hui. Si tu veux vraiment progresser, il faut investir du temps, de l'argent et surtout avoir la volonté de faire des erreurs. Parce que c'est en faisant des erreurs et donc en t'aventurant dans des terrains que tu maîtrises pas à 100% que tu vas commencer à comprendre comment les choses fonctionnent réellement. Et une fois que c'est le cas, tu vas débloquer des tas de disciplines à droite à gauche que tu ne pensais même pas qui existaient et qui pourtant il peut se trouver que tu es très bon dans celle-là. Alors que tu ne les connaissais même pas avant parce que tu n'avais pas décidé d'investir le temps nécessaire. Ou juste que tu avais peur de mettre un petit peu d'argent pour expérimenter le truc. On dit souvent que l'argent qui a peur ne fait pas d'argent, et ben c'est un truc qui est vrai. Il faut avoir un minimum cette volonté de tester et d'expérimenter, histoire de voir au moins quel domaine pourrait t'intéresser dans lequel tu pourrais être bon. Et après seulement si tu te rends compte que c'est un truc qui t'intéresse et que tu as envie de monter en compétence, et ben là c'est le moment là où tu commences à débloquer des fonds et encore plus de temps pour devenir meilleur. Et encore une fois, c'est une leçon que j'ai apprise qui est ultra généraliste. Que ce soit la création de contenu, les airdrops, la négociation, acheter et revendre des NFT, n'importe quel domaine fonctionne comme ça. Donc vraiment la crypto c'est un truc qu'il faut considérer un petit peu comme un hobby, même si ça peut paraître étrange, dans le sens là où tu vas y investir du temps et de l'argent, soit parce que bah t'aimes bien découvrir, tu veux regarder ce qui s'y trouve, ou alors parce que t'as envie de t'améliorer et d'avoir des résultats. Encore une fois, il n'y a pas de différence entre le gars qui s'achète un super canoë-kayak pour descendre plus vite la rivière
et le mec qui va s'acheter un trésor, un ledger ou peu importe, on hardware wallet pour sécuriser ses fonds. À partir du moment là où tu veux progresser dans un domaine et là où tu veux avoir des résultats dans celui-là, eh ben ça demande d'investir du temps et de l'argent. Voilà, je sais, c'est super basique, certains diront que j'enfonce des portes ouvertes, absolument. Mais c'est un truc que j'aurais bien aimé savoir au tout début. Si j'avais su, et surtout si j'avais eu confiance en ça dès le départ au moment de l'airdrop d'Arbitrum, je te garantis que je serais bien plus loin aujourd'hui. Troisième point, pareil, c'est un truc qui peut paraître basique, anecdotique et normal dans n'importe quel autre domaine de la vie, mais qui pour je ne sais quelle raison, on a tendance à ne pas prendre au sérieux ou même à ne pas considérer dans la crypto. C'est tout simplement que les choses qui en valent le coup sont généralement difficiles à obtenir. Et c'est justement ça qui fait que c'est intéressant. C'est la même raison pour laquelle les plays qui deviennent des consensus par la suite, et ben au début, c'est pas du tout des consensus et c'est pas du tout des plays qui sont évidents. Je vais prendre l'exemple de Monad, la première fois là où je me suis positionné dessus, ça ressemblait à rien. Le projet avait juste levé une petite somme, le testnet était encore 2 ans dans le futur et personne osait même le mentionner. Pour un truc un petit peu plus récent, c'est pareil avec Hyperliquid. C'est un projet qui au début ressemblait à quasiment n'importe quel autre projet. Vraiment, c'était un perf assez standard. Il y avait peut-être 3 différences marquantes. L'interface qui était quand même vachement clean pour un truc qui n'avait pas levé de fonds. Le fait que le projet n'avait pas levé de fonds justement, qui était plus un red flag qu'autre chose. En tout cas, qui était considéré comme tel au début. Et l'utilisation de la plateforme qui était quand même super clean. C'était rapide, nerveux, l'interface était propre, il n'y avait pas besoin de signer 50 transactions, juste ça fonctionnait comme c'était censé fonctionner. Et visiblement, c'est un truc qui a plu à pas mal de monde et même encore aujourd'hui. Alors ça va rejoindre le premier point que j'ai fait tout à l'heure, c'est que la chance ça se provoque dans la crypto. Aujourd'hui, parmi tous ces nouveaux petits projets à droite à gauche qui ne payent pas spécialement de mine, et ben on a peut-être un titan en devenir qu'on est en train de sous-coter totalement. Parce que peut-être il a pas levé une somme folle, ou qu'il a pas un engagement de folie sur Twitter. Bref, plein de trucs qui font que tu peux te dire, ah bah ça, un peu tristoun aujourd'hui quoi. Sauf que le truc que tu sais pas, c'est que dans 12 mois, c'est peut-être le prochain Solana, le prochain Hyperliquid. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pas être trop dur avec les petits projets, surtout parce que c'est généralement quand les projets sont petits que c'est facile à obtenir des rôles, c'est facile à obtenir des points, etc. Et ça, c'est un truc dont on se rend compte seulement a posteriori, quand il y a de l'inflation sur la distribution des ressources. Le modèle des points avec Hyperliquid, c'était super simple à choper pendant les premiers mois. Et c'est certainement pas le seul exemple qu'on a là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est donc de se positionner sur des projets qui vont permettre une inflation de la difficulté. Là où si tu rentres suffisamment early, c'est simple à obtenir, mais plus tu arrives sur le tard, plus ça va devenir complexe. Le meilleur exemple que j'ai aujourd'hui à te proposer, c'est toujours le modèle à points Hyperliquid avec un certain nombre de points distribués toutes les semaines. Le scoring était fixe, si tu étais là early, et ben tu récupérais plus de points. Vraiment pas plus de suspense que ça.